Alors, on va commencer sur le sens de ce mouvement social. On nous dit qu'il est le plus important depuis 30 ou 40 ans. Qu'est-ce que ça dit de l'état de la société française, Monique Pinson-Charlot? Ça dit qu'elle va pas très bien et qu'on est effectivement, me semble-t-il, à un rendez-vous historique face à quelque chose qui est profondément anthropologique et existentiel, c'est-à-dire qu'avec la réforme des retraites et le recul de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans, avec quand même la perspective des dominants de pousser un jour à 67 ans, à un moment où le dérèglement climatique vient compliquer la vie du travail des travailleurs, avec la montée des températures, avec tout ce qui se passe au niveau des pollutions, des inondations, des sécheresses, des feux géants. Cet aspect existentiel, anthropologique est fondamental. Parce que quand des êtres humains sont privés de leur avenir, sont privés de la possibilité de se projeter dans le futur, de construire une famille, d'être dans la transmission, c'est ce qui est le plus beau de l'humanité, eh bien là on se dit on n'a plus rien à perdre, on sent qu'on est à un rendez-vous historique et que cette réforme des retraites est précisément la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Alors quel est ton point de vue, Olivier Matteux, sur justement le sens de ce mouvement? Parce que on a, dans les années précédentes, connu beaucoup de fatalisme, beaucoup d'accablement dans le monde du travail, et il semblerait que ce ne soit plus tout à fait le cas. Moi, je pense que, comme l'a dit Monique, ça ressemble à la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Il y a depuis plusieurs mois un mouvement qui se mène en Angleterre et qui s'appelle Trop c'est trop. Bon, je vous passerai de le dire en anglais. Je pense qu'on est à peu près dans la même situation. Et c'est intéressant de constater les réactions à la fois des travailleurs, mais y compris des populations en général. Tu l'as dit, on a ressenti beaucoup de fatalisme ces dernières décennies. Je pense que la réaction là en cours, elle démontre qu'il ne s'agissait pas forcément de fatalisme, mais plutôt de manque de perspective collective et de difficulté pour chaque individu à se situer dans un mouvement collectif. Et cette attaque-là, parce que le renvoie chacun à sa propre situation et le rend dépendant de ce qui va se faire autour, fait que de plus en plus de monde réfléchissent à s'organiser et donc à s'impliquer. Et pour nous, ça c'est très intéressant parce que ça revitalise le mouvement social et les organisations essentielles à l'élévation de ce mouvement social que sont les organisations syndicales. Donc il n'y a pas d'opportunisme de notre part, mais il y a y compris aussi un électrochoc dans les organisations syndicales parce qu'elles sont elles aussi resituées, interpellées au niveau du rôle qu'elles doivent jouer en termes d'impulsion, de coordination, de dynamique, mais y compris en termes de production d'idées, pour ne pas seulement être contre, mais être porteur de perspectives qui resituent les gens, les individus, dans la vie réelle, y compris à la recherche du lendemain et de lendemain meilleur. Y compris, elles sont désormais un peu plus attractives pour des personnes qui veulent franchir la barrière de l'engagement. Est-ce que on sait que c'est le cas d'un point de vue de l'intersyndicale nationale. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens sur le terrain dans les Bouches-du-Rhône aussi? Oui, il y a des adhésions. La plupart des initiatives qu'on met en œuvre le sont réussies. Toutes les initiatives tenues d'interpellation des travailleurs et des populations, que ce soit dans les entreprises ou les collectivités ou sur les marchés, dans les grandes surfaces, à chaque fois c'est des réussites et il y a des échanges très intéressants. Moi, ce qui me surprend pas mais qui me conforte, c'est le niveau de compréhension des travailleurs et des gens du côté néfaste et juste de la réforme. Ils ne sont pas simplement sur de l'opposition, on ne veut pas travailler jusqu'à 64 ans. Ceux qui sont déjà à la retraite, pour eux, entre guillemets, l'affaire est faite, mais il faut chercher jusque dans le détail.
article après article, et ils sont en capacité de démonter la totalité de la réforme sans que forcément on leur sortir le livret avec ce qu'il faudrait répondre. Et ça veut dire que les gens recommencent, ou en tout cas reparticipent clairement à la chose collective. Et y compris, qu'on le veuille ou non, un recul pour la pensée unique. Alors, c'est un recul pour la pensée unique. Est-ce que c'est une avancée, une réactualisation ou une réactivation du clivage de classe? On sait qu'il s'était beaucoup délité. Vous avez travaillé là-dessus avec notamment un ouvrage sur « S'il n'en reste qu'une, je serai celle-là », parlant de la bourgeoisie. Est-ce que les catégories populaires, dans ce mouvement, reprennent conscience un peu d'elles-mêmes et de leurs forces? Je pense que oui. C'est-à-dire qu'il me semble que la violence des riches, la violence des prédations de richesse et de pouvoir au profit d'une petite caste, finalement, qui représente, disons, 1% à peu près en France, 1% à l'échelle de la planète, une planète aujourd'hui où le capitalisme est totalement mondialisé, eh bien, effectivement, il y a aujourd'hui, au fond, tout se passe comme si, avec le problème du dérèglement climatique, et ça je suis obligée d'articuler tout le temps le dérèglement climatique à cette réforme des retraites, parce que je pense que ça a un poids considérable, avec le dérèglement climatique, au fond, c'est pas la fin du monde qui est en jeu, pour moi, c'est la fin du capitalisme. Donc je redis mon expression de rendez-vous historique. Je pense qu'on est passé de la lutte de classe à la guerre de classe, hein, et ça je m'appuie toujours sur cette expression de Warren Buffett qui a dit c'est une guerre de classe et c'est nous les riches qui la menons et c'est nous qui sommes en train de la gagner. C'est-à-dire, on peut dire peut-être que mon discours est simpliste et binaire, mais moi j'y suis pour rien. Hein, c'est le capitalisme tel qu'il a évolué, avec non plus un continuum d'inégalités sur lesquelles on pourrait demander qu'il soit rétréci. On est vraiment dans un système de caste, avec des inégalités abyssales et avec des prédations sur toutes les formes du vivant, que ce soit les êtres humains, exploités jusqu'à un moment de non-retour, que ce soit évidemment les animaux et les végétaux. Toutes les formes du vivant sont pillées par les détenteurs des titres de propriété qui concernent plus seulement les moyens de production et d'échange, mais qui se sont totalement généralisés jusqu'aux moyens d'information. Vous parlez de pensée unique, c'est comme ça, c'est pas un parti unique comme dans Orwell 1984, mais c'est la même chose, c'est la pensée unique sur toutes les ondes et tous les journaux qui appartiennent, enfin en tout cas aux 10 milliardaires qui posséderaient, selon Archimède, 90% des médias. Et c'est la financiarisation touche la moindre petite plante au fin fond du Sri Lanka doit donner des dividendes à des actionnaire. La financiarisation, les titres de propriété se sont généralisés à un point qui fait que le capitalisme a tout envahi. Et donc c'est l'objectif du post-capitalisme qui est au rendez-vous de ce qui se passe actuellement avec cette réforme des retraites. C'est comme ça en tout cas que je l'analyse à partir des recherches que j'ai menées avec Michel sur la violence des riches, sur cette oligarchie dont nous avons décortiqué les modalités non seulement d'exploitation et le raffinement des modalités de domination. Et cet éclairage, je suis contente de le partager aujourd'hui. Enfin, je suis contente de partager aujourd'hui, si vous voulez, cette sociologie de combat, hein, c'est une expression de Pierre Bourdieu, avec ce que je ressens d'un syndicalisme de combat qui est défendu aujourd'hui par vous, membres de la CGT. Alors, est-ce que toi, Olivier, dans ce monde du travail, tu sens qu'il se ressoude justement autour d'un intérêt commun? On sait qu'il a été fissuré, fragmenté par des questions qui ont été amenées là, notamment par l'extrême droite, de religion, d'origine,
parfois maintenant aussi de genre, d'orientation sexuelle, etc. Est-ce que ce mouvement il contribue à rassembler, réactiver cette classe travailleuse? C'est pas un choix que nous avons. Déjà, je voudrais dire que je partage complètement l'analyse de mon livre. On est dans un moment, dans une phase d'existence du capitalisme qui le met en situation de guerre totale. Mais y compris, ils sont en guerre entre eux. Ils sont en guerre entre eux, il y a des théâtres d'opération partout sur la planète. Vous imaginez bien que quand ils sont prêts à larguer des millions de tonnes de ferraille sur la tête des peuples, ça les met en situation de rien lâcher sur quelque sujet que ce soit, notamment pour les travailleurs. Et il faut là maintenant rapidement que le syndicalisme, en général la CGT, se rende compte qu'on n'est pas dans un moment, on n'est plus dans un moment où il aurait du grain à moudre. Si cette question n'est pas prise de manière sérieuse, on risque de passer à côté d'un certain nombre de combats qu'il nous faut mener et qui sont essentiels, ne serait-ce que pour que l'idée même d'émancipation et de sortie du capitalisme continue à exister. La CGT, elle est pleinement interpellée dans la situation où il nous faut à la fois être très bon sur la défense des droits des travailleurs dans l'immédiat, notamment dans des moments d'attaque comme ça, réforme des retraites, réforme du chômage, et dans le même temps contribuer pour la part qui la sienne à construire la société d'après le capitalisme. Et mener ce combat au quotidien, c'est affaiblir le capitalisme et participer à la construction de cette société nouvelle, c'est renforcer le combat du quotidien en donnant de la perspective. Si on venait à passer à côté de ça, on serait d'abord en dehors complet de notre rôle et le prix à payer serait catastrophique. Parce que ça pourrait paraître comme à la fois une incapacité pour les organisations de travailleurs et pour les travailleurs eux-mêmes, ce serait une forme d'incapacité à peser sur le réseau. C'est ça qu'on le veut ou non, quand on n'arrive pas, ne serait-ce qu'à arrêter la machine. On se met en difficulté pour penser le reste. Donc on est vraiment là, dans un moment où je ne veux pas employer trop de termes guerriers ou belliqueux, mais comme nous voyons, oui, on est dans une guerre de classe et on a besoin que tout le monde soit sur un poste de combat. Mais alors, le syndicalisme comme le reste des organisations de notre camp. Voilà, là il était question de poste de combat, de sociologie de combat. Tes adversaires parfois te taxent d'ouvriérisme, etc. En quoi c'est utile pour un syndicaliste, pour un dirigeant syndical, pour un militant syndical, d'échanger avec des universitaires, des sociologues comme Monique Pinson-Charlot? Est-ce que c'est ça qui peut permettre aussi justement de penser l'après? Alors, penser l'après, mais le penser sur le moment. C'est peut-être la différence qu'il peut y avoir avec les historiens. Oui. Et pour nous, c'est très intéressant. Moi, comme taxe d'ouvriériste, ça ne me dérange pas du tout. Moi, je considère que sans les travailleurs, du cadre jusqu'au manœuvre, il n'y a rien qui se passe. Voilà, c'est aussi simple que ça. On l'a vu, c'est peut-être une chance historique pour nous qui nous a coûté cher, mais on l'a vu durant la pandémie et le confinement. Si les travailleurs n'avaient pas tenu le pays, tout se serait effondré. Et on aurait connu, y compris au-delà de la pandémie, la famine. Parce que ceux qui étaient à la production et à la distribution, ceux qui étaient aux soins, c'est ceux qui vendent leur force de travail pour vivre. Ce n'est pas ceux qui en tirent profit. On n'a vu aucun actionnaire, aucun groupe, conduire un camion, vacciner les gens, soigner les gens, produire des boîtes de conserve, on n'en a vu aucun. Ils étaient dans une zone de campagne bien à l'abri. Ceux qui ont chopé le virus dans les premières semaines, c'est bien les travailleurs. Ceux qui en sont morts, c'est bien les travailleurs. Ceux à qui on a fait porter la responsabilité de faire tourner le système pendant cette période-là, ce sont bien les travailleurs. Et ceux à qui on demande aujourd'hui de payer le quoi qu'il en coûte, ce sont bien les travailleurs. Donc voilà, nous pour l'intérêt d'avoir ce genre d'échange, mais qu'il faudrait multiplier, après on ne peut pas faire que ça non plus, et puis on a besoin qu'il se fasse des choses pour pouvoir en parler. C'est aussi de faire prendre conscience aux travailleurs
du rôle réel qu'ils jouent dans le fonctionnement et du système et de ce qu'ils ont à faire pour participer concrètement à leur propre émancipation. Si on n'est pas conscient du fait qu'on est un maillon essentiel, dans quelque système que ce soit, ben on ne cherche pas forcément à revendiquer l'ensemble de ses droits. Et on pense beaucoup plus difficilement à tout ce qu'on pourrait améliorer dans le sens de l'intérêt général. Faire prendre conscience de la place et du rôle de chacun, ce n'est pas pour hiérarchiser, mais c'est bien pour faire en sorte qu'ensemble on pense à cette société d'après, mais qui influe sur le réel. Encore une fois, si on considère qu'on peut être un jour dans une société complètement émancipée des rapports de domination et d'exploitation, on a plus tendance à réaliser qu'à l'endroit où on est, il y a des choses à améliorer et que ça peut se faire justement parce que ceux qui créent, non pas les richesses au sens capitaliste, mais les moyens de vivre mieux, de vivre bien, ce sont les travailleurs, à n'importe quel poste de travail, qu'ils soient, je le redis, du manœuvre à la femme de ménage jusqu'à l'ingénieur et au cadre. Le monde du travail, c'est tous ceux et toutes celles, bien sûr, qui vendent leur force de travail. Alors, je voudrais maintenant qu'on parle des limites de la démocratie représentative. Ce mouvement, il contribue à mettre en crise cette démocratie représentative. Monique Pinson-Charlot, vous qui travaillez beaucoup sur les classes sociales, on voit bien que, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que les rapports de force de classe qui existent dans les assemblées parlementaires sont très très éloignés de ce qu'ils sont dans la société. Est-ce que voilà, c'est pour cette raison-là que les débats semblent si loin aussi des préoccupations des travailleurs? Eh oui, alors c'est en effet aujourd'hui, surtout à l'Assemblée nationale, il y a très peu, je le sais bien, il n'y a que toi qui dois pouvoir le savoir, très peu d'ouvriers qui soient députés, alors qu'à la Libération, il y avait, je ne me rappelle plus, 40 ou 50 députés communistes, ouvriers pour la plupart. Ouais. Il y avait une meilleure représentation, ça n'a fait que se dégrader, et aujourd'hui, vous voyez, on a un gouvernement, on a non seulement à l'Élysée le fondé de pouvoir de l'oligarchie qui arrive directement de chez Rothschild, ouais. Et on a un gouvernement avec quand même 19 millionnaires, dont la première ministre. Et donc, alors à l'Assemblée, là, je crois que c'est 52% de cadres, mais là je ne suis pas sûre, hein, parce que retenir tous ces chiffres, c'est un peu lourdingue, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que les travailleurs, les ouvriers, les employés, les classes moyennes et les classes populaires ne sont presque plus représentés à l'Assemblée. Lorsqu'on fait des élections, on sait que les instituts de sondage appartiennent à des milliardaires, qu'il y a des tas de façons pour faire des dons et finalement payer le candidat de son choix. Donc la démocratie est quand même largement bafouée. Et du coup, c'est vrai que autant dans l'oligarchie, ils sont mobilisés, ils ont tous les moyens pour défendre leurs intérêts de classe, parce que justement, ils contrôlent absolument toutes les institutions. Ils contrôlent aujourd'hui l'État, qui était vidé de multiples manières de ses richesses, au point que pendant le confinement, les grandes fortunes les capitalistes, les grandes fortunes se sont encore plus enrichis que normalement. Et vous voyez, par exemple, c'est ça qui est intéressant dans le contexte dans lequel on vit, c'est de montrer l'enrichissement continu des plus riches. Depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé à l'Élysée, en 2017, les 5 premières familles, Arnault, Pinault, Hermès, Wertheimer et Bettencourt, leur fortune a triplé depuis 2017 jusqu'au dernier palmarès de 2022. Pendant qu'au contraire, les salaires des plus modestes diminuent. Alors je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais je voudrais rajouter quelque chose, parce que vraiment, je vous suis très reconnaissante d'avoir organisé cet entretien, parce que je pense que, vous voyez, la pensée unique, l'idéologie dominante, elle fragmente, elle corsette, elle segmente tout le temps
le social, la réalité de ce que nous, on a à vivre en tant qu'être humain dans cette société. Et là, le simple fait de faire dialoguer à un moment crucial de l'évolution des rapports de force dans notre société, un syndicaliste et une chercheuse spécialisée avec son mari sur l'oligarchie et lui plutôt sur bien sûr les ouvriers et tout ça, c'est particulièrement impertinent parce que c'est bien dans la pensée relationnelle, en mettant en relation tous les éléments qui sont toujours segmentés par les BFM et autres médias dominants, que les Français pourront prendre véritablement conscience que c'est le capitalocène qui est en train de menacer l'habitabilité de la planète et pas l'anthropocène, que c'est une responsabilité de ceux qui, justement, grâce au fait que la propriété, les titres de propriété lucrative se répandent dans tous les domaines de l'activité économique et sociale, nous suppriment toute la gestion de nos biens communs. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, il y a ce rendez-vous historique dont j'ai déjà parlé depuis le début de cet entretien. Alors Olivier, sur ce blocage de la démocratie représentative, il y a 2 motions référendaires qui ont été présentées, une au Sénat, une à l'Assemblée, elles ont toutes été repoussées. Il n'y a donc pas de possibilité de se faire entendre d'un point de vue institutionnel. Est-ce que c'est la raison pour laquelle l'intersyndicale appelle à mettre la France à l'arrêt? Est-ce qu'il n'y a plus d'autres moyens d'action? La raison pour laquelle elle appelle à mettre la France à l'arrêt, c'est le fait que le gouvernement, de quelque manière que ce soit, il entend poursuivre jusqu'à son terme le processus en cours qui devrait conduire soit à l'adoption, soit à nous imposer par M. Trucheman l'article 47. Sa réforme. Bon, je pense qu'il n'y a pas d'opposition dans les combats. Ce qui se passe à l'Assemblée, ça doit se passer. Quand on se revendique organisation progressiste du camp des travailleurs, à l'endroit où on doit faire en sorte que cette réforme soit mise en échec, par tout moyen. Je ne vois pas d'autre intérêt d'être présent à peu près partout. Et dans le même temps, on voit bien qu'on paye des décennies de brouillage idéologique, de renoncement. Oui. Cette perte de sens collectif sur nos capacités à peser ensemble sur le réel. Il y a trop aujourd'hui de travailleurs qui ne votent pas, mais comme il y en a trop qui ne se syndiquent pas. Alors, est-ce que c'est l'ordre, est-ce que les syndiqués sont uniques? Est-ce que ça n'interroge pas aussi l'ensemble des organisations qui composent le camp des travailleurs? Certainement. Et comment on y répond? Moi, je pense que la meilleure des réponses pour redonner envie, c'est de mener le combat. Le combat qui nous est proposé par le camp d'en face, c'est pas la CGT ou les autres organisations syndicales qui, un matin, se sont levées en se disant, tiens, si on faisait une réforme des retraites qui va encore compliquer la vie des travailleurs et des travailleuses, c'est bien le camp d'en face qui, par appétit, par gourmandise, y compris envie d'écraser, décide qu'il faudra travailler 2 ans de plus dans un moment où on met déjà les travailleurs les plus âgés dans des conditions très, très difficiles et les jeunes en galère trop longtemps. Fait trop longtemps. On est même en galère parce qu'il n'y a pas de période acceptable là-dedans. La réalité, c'est que, on évoquait tout à l'heure le regain d'investissement, de prise de conscience. Il faut qu'il soit poussé partout. Si à l'Assemblée, il n'y a pas de travailleurs, il n'y a personne qui parle pour les travailleurs. Pour autant, est-ce qu'il faut une Assemblée que de travailleurs? Moi, je ne pense pas. La société dans laquelle on veut vivre, on doit la penser avec des intellectuels. Il n'y a pas d'opposition là-dessus. Y compris si on veut revenir à une société réellement émancipatrice, on doit permettre à chacun
d'avoir dans sa vie des évolutions qui pourraient faire qu'on peut passer d'ouvrier à ingénieur, d'ouvrier à artiste, d'ouvrier à écrivain. On doit pouvoir créer ces conditions-là. Pour ça, on a besoin de travailler avec tous ceux qui ont autre chose en tête que l'accumulation de richesses, de valeurs, de biens, et qui ont l'intérêt général comme préoccupation première. La réalité aujourd'hui, c'est que, y compris dans ce qui constitue la majorité relative du président, on a des gens qui ne sont intéressés que par l'argent, par rien d'autre. Alors, bon, la solution immédiate. Il faut les taper au portefeuille pour le. Mais il faut les taper au comprendre. portefeuille. C'est là où va leur cœur. Ils n'entendent, ils ne comprennent rien d'autre. Ils gagnent de l'argent, pour eux tout va bien, ils continuent à expliquer qu'il faut qu'ils en gagnent encore plus. Quand ils en perdent, ils se mettent en panique, ils deviennent méchants. C'est bien la preuve que leur seule préoccupation, c'est eux-mêmes. Donc il faut les taper là où ça fait mal. Et encore une fois, ces gens-là, ils sont riches et riches, parce que nous travaillons. Alors justement, ça m'amène tout de suite à ma question suivante à Monique Pinson-Charlot. Bon, l'intersyndicale demande de mettre la France à l'arrêt. Il semblerait, les signaux qui nous remontent en tout cas, que ce mouvement va être très très fort le 7 mars. Mais à vous entendre, on se demande si ça va être suffisant. À vous entendre, on a le sentiment que le camp effectivement de la bourgeoisie et des capitalistes est si puissant et si riche qu'il a les moyens de tenir longtemps. Alors vous avez raison et vous avez tort en même temps. C'est-à-dire qu'en réalité, donc nous on a fait tout ce travail sur ces oligarques, sur ces capitalistes. Alors c'est pas tant qu'ils aiment l'argent, c'est que le système capitaliste est aussi le système capitaliste qu'il faut remettre en question, parce que c'est quand même ce système qui les autorise à... Donc moi je suis pour l'abolition, comme on a aboli l'esclavage, le colonialisme, pour l'abolition du système capitaliste. Si jamais ça fait peur, on peut parler d'une boussole post-capitaliste s'orientant vers le communisme dans le sens de la gestion des communs, d'une meilleure humanité, d'un meilleur partage. Mais ce sont des gens, c'est une classe sociale extrêmement mobilisée, qui est bien construite chaque individu est bien construit avec un habitus de classe extrêmement puissant et extrêmement fort, qui donne un sentiment de supériorité sur les autres, qui, avec ce sentiment de supériorité qui est tout le temps partagé dans des entre-soi qui s'accumulent et qui s'encastrent les uns les autres, depuis la naissance dans les beaux quartiers, après par les écoles, les rallyes, par ensuite tous les think tanks, les trucs, toutes les associations, les comités, tous ces réseaux institués, toute cette sociabilité mondaine qui ponctue leur quotidienneté absolue, ils sont toujours donc dans la célébration entre eux. Si bien que les autres sont déshumanisés. Les autres sont déshumanisés. Et alors, la conclusion, pour être brève, c'est qu'en fait, ce sont des géants au pied d'argile. Oui. C'est-à-dire que là, je pense que ils sont très inquiets de la situation. Emmanuel Macron ne veut pas lâcher, parce que si jamais il lâchait, peut-être qu'il le payerait d'une manière ou d'une autre par ses camarades de classe. Mais ils sont forts et fragiles en même temps. Et cette fragilité-là, il faut vraiment la prendre en compte. Et pour ça, notre travail le démontre. On l'a vu au moment des Gilets jaunes, comment ils partaient passer les week-ends à Deauville, comment ils avaient même conçu des chambres, des pièces dans leurs appartements pour être un petit peu autonomes en cas de problème un peu plus grave. Nous, par exemple, avec Michel, on était en 1995 auprès d'eux, alors qu'il y avait des millions de travailleurs dans la rue, toujours au sujet de la réforme des retraites. Et vraiment, les valises étaient prêtes. C'est-à-dire, et en 1981, vous devez vous rappeler, sauf si vous n'étiez pas encore en projet,
En 1981, Bernard Arnault s'est enfui aux États-Unis, Guy Rothschild s'est enfui aux États-Unis, et ils n'ont pas été tout seuls. Je donne des emblèmes de la grande richesse au sein de cette oligarchie pour montrer à quel point ce sont précisément des géants au pied d'argile. Et donc le problème, et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant que vous nous ayez réunis aujourd'hui, c'est que au fond, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et ça, c'est une maxime de Sénèque, quelques années avant même la naissance de Jésus-Christ, qui sonne comme par hasard aujourd'hui. C'est vachement présent c'est une maxime qui est parfaitement en phase, voilà, avec ce que nous avons à vivre aujourd'hui. Alors Olivier Matteux, dans ce bras de fer, effectivement, on peut douter qu'une seule journée, même très très forte, suffise à faire plier le gouvernement. Et certaines fédérations de la CGT ont déjà annoncé qu'elles étaient prêtes à une reconductible, mais on sait que la reconductible ne se décrète pas et qu'elle n'est peut-être pas partagée par tous les autres syndicats de l'intersyndicale. Comment vous voyez la construction victorieuse de ce mouvement? Avec les travailleurs à la base, dans les entreprises et les collectivités. Il n'y a pas un meilleur spécialiste du travail que les travailleurs eux-mêmes. Chacun sait à quel moment de la journée il est plus important de taper pour impacter concrètement l'activité, la production. Donc quand je dis ça, c'est qu'on a tellement reculé sur l'idée qu'ensemble on peut faire des choses, qu'on en a oublié l'intelligence ouvrière. Et je le redis, de l'ingénieur jusqu'au manager. Il n'y a rien qui nous empêche dans un mouvement comme celui-là d'être intelligent. Et la grève reconductible, ce n'est pas 24 heures reconductible ou rien. Je donnais l'exemple hier d'une discussion qu'on avait eue en 2019 avec des syndiqués qui travaillaient en crèche communale, et me disant mais nous si on fait grève, à quoi ça sert? Sachant qu'on ne pourra pas faire plusieurs fois 8 heures de grève. Si on prend chaque agent 1 heure en grève à la prise de service, c'est donc 1 heure de grève par agent. Et c'est 1 heure où un des 2 parents se retrouve avec l'enfant sur le bras et qui ne va pas au travail. Donc cette heure de grève-là, elle est multipliée et elle impacte des secteurs d'activité où on n'est pas forcément implanté. Et ce qu'il faut rechercher aujourd'hui, puisqu'on n'est plus, on va se le dire, il n'y a plus une seule profession qui peut dire moi tout seul je m'en sors, je peux bloquer mon secteur et obtenir à la fois ce que je veux et ce que je veux pour les autres. Donc on a besoin d'accumulation, d'action, d'impact. Et c'est cet empilement de difficultés mises dans la machine globale à tourner normalement qui va faire que, bien avant que ça s'arrête, le patronat lui-même appellera Macron et lui dira écoutez, ça va nous faire gagner encore X milliards, là tu es en train de nous en faire perdre tant, avant que la soupe nous coûte plus cher que le bouillon, laisse tomber la réforme. Et il se posera la question à ce moment-là, parce que gagner, on va gagner. Gagner, on va gagner. Que la stratégie elle soit partagée ou pas par les directions des confédérations, ce qui décide aujourd'hui, ce sont les travailleurs à la base. Les travailleurs à la base, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on ne veut pas travailler jusqu'à 64 ans. Alors, est-ce que vous diriez, Monique Masson-Charlot, justement à propos du patronat, qu'il y a peut-être un décrochage qui est en train de se produire entre le tout petit patronat, les artisans, les commerçants, qui semblent de moins en moins favorables à cette réforme. Certains d'entre eux ont même annoncé qu'ils interrompraient leur activité ce jour-là. Et puis le très grand patronat que vous avez décrit depuis le début. Alors là, je ne peux pas directement répondre à cette question parce que je n'ai pas du tout travaillé sur le petit patronat. Ouais. La seule chose que je peux dire, c'est que les instituts de sondage sont très clairs. Ouais. Il y a aujourd'hui seulement 10% de sondés qui sont farouchement pour cette réforme des retraites, pour travailler jusqu'à 64 ans. 20% qui sont mollassons, on ne savent pas trop dans les réponses, c'est un peu mollasson. Et les autres 70% sont farouchement contre.
Donc, si il passe en force avec soit le 47.1 ou le 49.3, il est évident que pour l'ensemble des catégories populaires et moyennes, il y aura je pense que ça favorisera la compréhension du fait qu'on est dans une espèce de descente aux enfers, c'est-à-dire qu'on s'en sortira. On n'a pas eu de victoire, moi je dirais depuis le CPE, oui. Hein, je dirais depuis 2003, qu'est-ce qu'on a gagné? Je ne me souviens plus, hier on a eu quelque chose. Le droit de rejouer. Le droit de rejouer. Enfin, ça fait vraiment trop longtemps qu'on va de défaite en défaite. Et là, nos travaux sur cette oligarchie, tout ce qu'on a étudié de manière sociologique est fondé, hein, puisqu'il n'y a jamais eu de problème. Hein. On a pourtant travaillé avec 3 présidents de la République, que ce soit Nicolas Sarkozy, François Hollande avec la violence des riches et le président des ultra-riches, Emmanuel Macron. On voit bien qu'il continue à faire des cadeaux fiscaux aux plus riches, parce que c'est vraiment étonnant, c'est des enveloppes de 100 milliards d'euros que je peux vous sortir de la poche là d'un seul coup. Et par contre, on demande tout le temps aux travailleurs de se serrer la ceinture et de payer des dettes dont nous ne sommes pas responsables, que les riches payent leurs impôts déjà. Donc tout cela maintenant fait bien partie d'une culture qui s'est quand même diffusée. Je le sens dans les rencontres que je fais, qu'il y a vraiment des acquis et des choses irréversibles qui se sont constituées, comme dans le syndicalisme, pour moi, de combat, est positif, quelle que soit l'issue du combat, parce qu'en plantant toutes ces graines, on plante des idées, des pensées irréversibles. C'est-à-dire que les Français comprennent peu à peu à quel point ils sont asservis, à quel point ils sont manipulés, à quel point les prédations et les inégalités deviennent, comme je l'ai dit tout à l'heure, à former, pour employer un mot que M. Macron aime beaucoup employer, non seulement des castes, mais des corporatismes. Le corporatisme, il n'est pas, le séparatisme et le corporatisme, il n'est pas là où il dit qu'ils sont. Alors Olivier, tu disais, il n'y a pas d'autre solution, on va gagner. Alors passons dans cette perspective-là. Et après, est-ce que cette victoire, bon, c'est le statu quo, si le gouvernement retire son texte, comment construire un après qui soit plus enviable, un après qui soit ponctué de nouvelles conquêtes et peut-être d'un renversement complet de ce système? Dans un premier temps, il faudra d'abord apprécier le fait que pour la première fois depuis très longtemps, on aura empêché des gouvernements peut-être les plus libéraux qu'on aura eu ces 30 ou 40 dernières années. Mais il faudra surtout, à partir des mêmes éléments de mobilisation, pousser jusqu'à ce que le débat porte sur l'amélioration des choses. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce pays, on a les moyens de financer ou pas la retraite à 60 ans, 55 ans pour les métiers pénibles, le SMIC à 2000 €, pas de pension en dessous du SMIC? Est-ce que c'est uniquement des slogans ou est-ce qu'on va pousser les choses jusqu'à ce que le sujet des discussions, ce soit ça? Parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils disent un peu la vérité. Les milliards, ils n'arrivent plus à les planifier. C'est la réalité. Si on prenait, ne serait-ce que, allez, on ne touche pas aux dividendes, on va chercher l'argent de l'évasion fiscale. Moi, je suis pour qu'on prenne tous les dividendes, qu'on soit clair. Voilà, je fais un peu le réformiste à la 5 minutes. Je dis juste, on va chercher ce qui vous vole. Ce qui vole au pays, entre 80 et 100 milliards d'euros par an. Il y a largement de quoi assurer la retraite à 60 ans, porter le SMIC à 2000 €, augmenter l'ensemble des salaires, faire en sorte qu'on ne soit pas fait dans le fumage sur les 1200 €, comme si c'était un progrès. Mais ils vivent avec 1200 € le midi et 1200 € le soir, ces gens-là. Et ils nous expliquent que ce serait un progrès incroyable que des gens qui ont travaillé la quasi-totalité de leur vie vivent avec 1200 € par mois. Mais jusqu'où ils pensent qu'ils peuvent nous insulter, nous mépriser, nous piétiner? Enfin, très honnêtement,
Ne serait-ce que d'un point de vue de la dignité, et je partage beaucoup le fait que quand on se bat, même si on perd, on en tire toujours quelque chose de positif. Le seul fait qu'on ait relevé la tête, qu'on soit sorti de cette espèce d'isolement dans lequel ils ont mis tous les travailleurs, le fait qu'on redécouvre l'action collective et la solidarité, la fraternité, c'est pas des gros mots, ça. Faire en sorte que je sois bien, mais qu'à côté de moi on soit bien aussi, c'est un moteur de transformation sociale. Mais forcément. Et regoûter mieux au bonheur. Et ça n'empêche pas ça que les travailleurs aillent au travail. La dernière période où on a connu les travailleurs un peu à la manœuvre dans ce département, c'est les réquisitions à la fin de la guerre, à la libération. À la libération de Marseille et des Bouches-du-Rhône, puisque les gars ont relancé la machine productive pour fournir le matériel et les armes nécessaires pour finir les fascistes et les nazis. Les usines, les entreprises étaient toujours la propriété à l'époque des familles, des groupes qui les détenaient avant la guerre, sauf que ceux qui maîtrisaient la production, c'était les travailleurs. En réalité, ils travaillaient plus que d'habitude. Mais ils travaillaient motivés, ils travaillaient dans les conditions qu'ils avaient déterminées eux-mêmes, avec des objectifs qu'ils avaient déterminés eux-mêmes. On peut être, dans une société où les capitalistes n'ont plus la main sur les outils de production, et ça ne transforme pas les travailleurs en inactifs, c'est pas vrai. Et puis, peut-être que c'est aussi le moment de se poser la question de leur produire, dans quelles conditions, y compris à l'intégrer les questions environnementales. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui décident de ce qu'on produit, comment on le produit et à qui ces richesses-là, cette valeur créée doit bénéficier, ce sont les grands groupes de la finance internationale. Si on modifie quelques critères, on peut produire ce qu'il faut sans forcément massacrer la planète, massacrer les individus. Et pour ça, il faut accepter de s'affronter au capital. Alors Monique Pinson-Charlot, on arrive au bout de cet entretien. Cette question de l'après, dans ce que vous décrivez aussi, cette classe des riches, elle s'est beaucoup internationalisée avec le capitalisme qui s'est étendu sur toute la planète. Comment finalement lui arracher des victoires alors qu'elle se sert de cette dimension internationale pour maintenir le couvercle? Alors ça, bien sûr, c'est une difficulté de bon sens que vous soulevez, mais on peut aussi partir du principe qu'il n'y a pas de mauvais combat, il n'y a pas de petits combats, et que si chacun se met au boulot, ça va bien finir par gagner l'ensemble de la France, peut-être l'ensemble de l'Europe, mais je ne suis pas prophète. Ce que je veux simplement dire, si on gagne cette réforme, si on gagne cette bataille-là, eh bien, il faudra se battre non seulement pour que les riches payent leurs impôts, mais qu'ils reviennent complètement sur les cadeaux fiscaux dont on ne parle pas assez souvent alors qu'ils sont gigantesques, qu'Emmanuel Macron a fait tout de suite, très vite, 6 mois après être président de la République, tellement il savait qu'il fallait qu'il fasse ça tout de suite avant que ce soit impossible, c'est-à-dire remettre l'ISF, la solidarité, et abolir la flat tax. C'est-à-dire c'est quand même incroyable d'un recul entre le capital et le travail, entre cette classe oligarchique et les travailleurs, que d'avoir supprimé la progressivité de l'impôt sur les revenus du capital, 12,8%. Est-ce que vous vous rendez compte? Bernard Arnault paye 12,8% sur, alors je ne sais pas si c'est des milliards d'euros de capital qui viennent des dividendes qu'il touche, voilà, par rapport aux salaires qui, eux, alors ça commençait à 14,8%, puis finalement ils ont reculé, ça commence maintenant à 10%, mais si vous voulez, nous ça monte jusqu'à 45%, tandis que c'est forfaitaire. Et tout ça, c'est pas possible, comme le CICE, alors combien de milliards d'euros, mais des enveloppes, j'en ai plein, et le CIR, le Crédit Impôt Recherche,
qui va prioritairement financer des laboratoires pharmaceutiques, qui va prioritairement financer les multinationales du pétrole et pas du tout les instituts comme le CNRS où on peut faire des recherches sur la classe dominante fort intéressantes. Voilà, il y en a beaucoup de choses à faire. Et c'est ça l'intérêt d'écrire, de travailler, de faire des interviews ensemble, parce qu'on rappelle tous ces faits. Parce que du fait que les médias sont toujours dans l'immédiateté et ne mettent jamais en relation les choses les unes avec les autres, ne sont jamais dans la réflexion, toujours dans l'émotion, eh bien on y pense et puis on oublie. Ok, je suis arrivé au bout de mes questions. Est-ce qu'il y avait quelque chose que je n'aurais pas suscité par ces questions que vous souhaiteriez ajouter l'un et l'autre? On a été très complet. Oui, peut-être un prolongement de ce que vient de dire Monique, pas pour faire la surenchère, mais pour concrètement rester dans la réflexion qu'on a eue jusqu'à maintenant et qui nous situe au cœur de la guerre des classes. Parce que la première des justices, c'est récupérer ce qui nous est volé, c'est clair. Mais une fois qu'on a récupéré ce qui nous est volé, qu'est-ce que nous en faisons? Comment on s'assure de ne plus être volé jamais? Il y a maintenant plusieurs années qu'on fait reculer notamment nos services publics. Parce que les services publics, ils nous protégeaient de quoi? Ils protégeaient un ensemble de secteurs d'activité qui répondaient à des besoins précis dans le sens de l'intérêt général et qui échappaient à la main du marché. Si on prend l'ensemble des privatisations qui ont été faites ces 30 dernières années, les grands gagnants, c'est les capitalistes. Les grands perdants, c'est en particulier les usagers des services publics et de la fonction publique. Il y a peut-être à redéfinir un certain nombre de périmètres et reprendre et sanctuariser un certain nombre d'activités pour faire en sorte que, quelles que soient les conditions dans lesquelles on évolue dans le temps, elle n'est comme seul objectif que de répondre aux besoins des populations et du pays. Parce qu'aujourd'hui, y compris un certain nombre d'usines qui continuent à fonctionner dans le pays, elles ne répondent pas aux besoins du pays. Elles sont destinées aux marchés internationaux. Et on peut être fournisseur, nous, sur le marché international d'un certain nombre de productions dont on ne bénéficie plus chez nous. Et il ne s'agit pas de faire du nationalisme. Mais si en termes de production et pour se protéger de la concurrence internationale, si on mettait en place un bouclier social et fiscal qui consisterait à faire en sorte qu'il n'arrive plus sur le territoire le moindre produit produit ailleurs dans des conditions sociales et environnementales catastrophiques, ça rendrait plus évident le fait qu'il faut les produire, il faut en venir aux productions en France. Mais pas encore une fois pour aller à l'autarcie, mais pour se donner les moyens, y compris d'aborder les choses avec le reste du monde en termes de coopération et non pas de concurrence. Et si on prend la question du nucléaire, on a des agences d'État, des entreprises qui en réalité vont piller les ressources de l'Afrique, qui pour l'essentiel des pays ne bénéficient d'aucune centrale nucléaire. Donc il y a plus à le prendre en termes de coopération, plutôt qu'en termes de marché, de concurrence sur le marché de l'énergie. Mais pour ça, c'est quand même plus facile de le faire si on met sur pied un service public de l'énergie digne de son nom et qui n'aurait comme seul objectif que de répondre aux besoins et participer à l'amélioration des choses en France et dans le reste du monde, puisqu'il y a besoin de partager un certain nombre de savoirs, de technologies, de savoir-faire. Mais là, on n'est pas là-dessus, on n'est pas sur ça du tout. On est dans la concurrence acharnée, elle est ni libre, ni non faussée, ni quoi que ce soit, elle est à tout prix. Donc il faut... Alors, je ne dis pas qu'il faut renationaliser les coiffeurs et les boulangers, mais fixer quelques cadres et redéfinir quelques missions. Voilà, une brève de planification, ce qui nous permet d'avoir à la fois de la longueur de vue et la possibilité de rectifier au fur et à mesure, mais en se sortant du marché, parce que le marché laisse le temps à personne. Et vous évoquez les fonds qui vont dans les laboratoires privés. Est-ce que la santé, ça doit rester un secteur concurrentiel? Au nom de quoi? On arrive en France à manquer de Doliprane.
on se prend un virus, une pandémie mondiale, un des pays qui manque le plus de masques, c'est la France. On n'a pas de respirateurs. Au nom de quoi? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? À part le fait qu'on est arrivé à les fabriquer moins cher ou pas cher du tout, hein, parce que dans certains pays, c'est quasiment... C'est-à-dire que vous êtes bien sympa avec vos questions de journaliste, mais en fait, pour lui c'est plus facile, pour moi c'est plus difficile de répondre à qu'est-ce qui va se passer, parce que d'abord je suis sociologue et pas prophète, mais la seule chose qu'on peut dire, c'est que si une victoire sur cette réforme des retraites, qui est, comme je l'ai dit au début de cet entretien, quelque chose de très puissant sur le plan existentiel, très fort sur le plan anthropologique, très fort sur le plan humain tout simplement, si on gagne, eh bien après la boussole vers la gestion des communs, vers la reprise de tout ce qu'ils nous ont volé, enfin toutes les prédations, se fera tranquillement, doit se faire. Mais c'est très difficile de prédire comment ça va se passer. La seule chose qu'il faut, que moi j'appelle de tous mes voeux, c'est au fond qu'on fasse comme fonctionne cette oligarchie. C'est-à-dire que s'il y a un communisme dans notre France et sur cette terre, c'est le communisme de luxe et de pouvoir de cette petite classe très consciente de ses intérêts et très mobilisée pour la défendre. Et eux, si vous voulez, ils sont profondément solidaires. Alors c'est plus facile parce qu'ils sont nombreux, et ils ont toujours des instances de coordination pour capitaliser, si vous voulez, les mobilisations segmentées et diverses. Et donc, nous, on doit travailler main dans la main, comme on l'a fait aujourd'hui, entre un syndicaliste et une chercheuse, un journaliste, avec toutes les forces qui contribuent au fonctionnement de la société, en se respectant et en essayant d'être complémentaires à travers justement du social institué, comme disait Pierre Bourdieu, afin de coordonner sans arrêt les acquis que des syndicalistes obtiennent, que des avancées scientifiques avec les chercheurs, notamment tous ceux qui travaillent en ce moment sur le dérèglement climatique, des journalistes qui ne soient plus au service des journalistes de cour, des nouveaux chiens de garde, pour les médias dominants. Main dans la main, dans le respect mutuel, mais avec cette boussole forte de la sortie du capitalisme. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Tu me regardais l'air bizarre? Non, mais c'est parce que je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, et ceux qui se cachent derrière la charte d'Amiens pour expliquer que les uns et les autres n'ont rien à se dire, à mon avis, ils n'aident pas à ce que ce processus-là qu'on doit à la fois conforter et mener à son terme, il puisse se réaliser. Dans le respect, entre guillemets, des prérogatives de chacun, à partir du moment où on se réclame de la transformation de la société et de l'abolition du capitalisme, chacun dans son secteur, dans son créneau, doit être complètement à l'écoute et imprégné de ce que l'autre fait. Sans ça, c'est des appareils quasi concurrents qui avanceraient soi-disant vers le même but, sans la moindre coordination, sans la moindre efficacité. Chacun doit être en réalité le prolongement de l'autre. Et pour ça, loin de remettre en cause l'existence et la pleine autonomie de chacune des organisations ou des secteurs concernés, au contraire, ça le renforce en tant qu'entité. Mais entité qui amène à la construction, pas qui empêche que ces convergences-là et ces ponts, ils se construisent. Sans ça, de toute façon, au-delà de la question des idées, la seule façon qu'on aura nous de gagner, c'est d'être unis. Le nombre, c'est nous. Tous ceux qui participent à faire en sorte qu'on soit fragmenté, ils jouent contre nos intérêts. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pour ça que je ne te regardais pas bizarrement, mais ça me faisait affectueusement. Plus, en tout cas avec beaucoup d'accords, parce que voilà, il n'y a personne qui s'en sortira tout seul, et c'est même très dangereux, parce que ça revient à considérer que d'autres seraient habilités à penser pour certaines catégories. Et
Bon, je m'excuse, mais l'émancipation des travailleurs le sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Quoi qu'il arrive. Et bien ça c'est un bon mot de la fin. Allez voilà. Merci C'est déjà beaucoup. fini.